It's a trap! And the winner is... Yeah! The Earls. Bonjour à tous et bienvenue dans Masterpiece, l'émission qui parlera de comics, de livres, de jeux vidéo ou de films qu'il faut avoir vu, lu ou joué pour être un vrai collectionneur. Et ce que vous venez de voir juste avant, eh bien c'est la fin de ma série audio, qui était très courte, mais que je me suis vraiment beaucoup amusé à faire, et pour ceux qui n'ont pas compris, il faut juste que vous preniez les phrases qui ont été dites, et que vous les mettez côte à côte, et puis ça vous fait des dialogues, en fait, et ça vous fait une petite histoire. Voilà, bon, j'avoue que le pari était plutôt risqué, le rendu il est vraiment pas fou, mais bon, j'ai essayé, et j'ai envie de dire, c'est le principal. Oh là là, c'est incroyable, une dépêche vient de tomber, ici il y a une liaison avec l'œuvre qui va suivre, c'est assez fou. Peut-on dire pareil de Batman The Dark Knight Returns, qui a été fait par Klaus Johnson, Lynn Varley, et bien sûr, mon Moriarty à moi, a.k.a. Frank Miller. Une autre dépêche vient de tomber, ici le mec qui fait l'émission Masterpiece invente un Némésis alors que personne, mais vraiment personne n'en a rien à foutre de son avis. Bref, c'est parti. La dépêche du résumé du livre vient de tomber, il s'agit de la retraite de Batman qui, après l'avoir prise, devient aigri, mais comme Gotham retombe dans le crime et le désespoir, il se sent obligé de reprendre son costume, mais celui-ci va être traqué par la police, et le gouvernement, c'est alors qu'il décide de mener sa dernière horde sauvage. D'ailleurs, celui-ci va sûrement envoyer le générique de l'aspect extérieur. Oui, je parle pas de Batman, non, je parle bien du trou du cul qui fait l'émission Masterpiece. Alors non, je vais pas envoyer l'aspect extérieur et l'aspect intérieur, même si l'aspect extérieur, c'est assez facile, la couverture reste basique, les dessins sont beaucoup plus sympathiques que The Last Crusade par exemple, donc tout ce que j'ai à dire, c'est tout. Donc du coup, on va procéder à un autre épisode, plutôt un autre découpage de l'épisode, le livre 1 et le livre 2, et ensuite on va voir le livre 3 et le livre 4. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. On me dit dans l'oreillette ici que en vérité je ne sers absolument à rien depuis le début. Alors avant de commencer, je vais être très sérieux et très franc avec vous. Je tiens à vous dire que j'avais beaucoup d'appréhension avant de lire ce livre, et j'avais beaucoup d'appréhension à faire cette vidéo. Alors comme beaucoup, moi aussi je le considérais comme une masterpiece, donc forcément je l'idéalisais un peu, et forcément ça n'a pas vraiment loupé. J'ai été déçu. Mais le pire c'est qu'on peut être un peu déçu et garder la saveur. Là j'ai été totalement déçu. Et je vais expliquer pourquoi. Une dépêche vient de tomber encore une fois. Monsieur qui fait l'émission, eh ben il va faire son gros casse-pied, son gros casse-couille. C'est parti. Premièrement, ce qui me dérange, c'est l'action qui est toujours coupée à cause de surplus d'intrigue. C'est exactement le même défaut que Batman année 1, on passe d'un personnage à un autre beaucoup trop rapidement, et c'est juste horrible. Nous-mêmes on est désorientés et nous-mêmes on ne comprend pas où est-ce que ça va. Ceci, je l'explique surtout par le fait qu'il y a trop de personnages et d'intrigues sous-jacentes, mais qui ne servent à rien. Surtout, c'est tellement rapide qu'on n'a pas d'émotion, on n'a pas de point d'attache. En fait, on est dans l'action, mais on comprend tellement rien, ça passe trop vite, donc du coup, on n'arrive pas à se poser et enfin à respirer. Deuxièmement, vous rajoutez à ça le problème des médias, parce que les médias, ils interfèrent non-stop. Mais quand je vous dis non-stop, c'est non-stop. Du livre 1 jusqu'à la fin du livre 2, voire même jusqu'à la fin du livre 4, sincèrement, les médias, ils sont tout le temps là. C'est trop chiant. Ah ouais, c'est quand même mieux de reprendre ça. Numéro 3, Bruce est devenu aigri. Alors, il parle mal à Alfred, il a même pas de la reconnaissance pour lui. Rien. Comment voulez-vous
qu'un spectateur, un lecteur, puisse s'attacher à un mec comme ça. Même dans la série animée, il était beaucoup mieux parce qu'ils avaient une complicité. Là, le mec est totalement aigri, il s'en fout totalement d'Alfred, et surtout il se fout de Jason. Mais ça, je vais revenir plus tard. Le gros problème est comment voulez-vous avoir de l'émotion avec un personnage auquel on a toujours eu l'habitude d'avoir des valeurs, qui prône des valeurs, de belles valeurs et de belles leçons de morale, à un personnage qui est totalement l'inverse ici. Comment voulez-vous avoir de l'émotion ? Numéro 4, Robin est une femme. Ok, moi je m'en fous un peu, mais le problème c'est pas tant que c'est une femme en fait. Sexiste ! T'as juste besoin de le souligner pour dire que les mecs sont plus forts que les femmes. Quel sexiste ! Misogyne ! Ha. Ah ouais, je préfère ma position ici quand même. En fait, c'est pas forcément que c'est une femme. Le problème, c'est qu'elle n'a aucun background. Elle a rien. Homme ou femme, il y a rien. Du coup, lorsque Batman la prend dans ses bras, c'est une scène qui est censée susciter de l'émotion. Et ben, il y a rien. Robin devient son acolyte tellement vite. Et surtout, Batman n'en a rien à carrer de Jason, encore une fois, je vous le dis. Donc comment voulez-vous qu'avec un personnage totalement aigri, totalement dégueulasse, et un acolyte qui fait 2-3 entraînements et qui devient Robin, comment voulez-vous avoir de l'émotion ? Comment ? Ouais, c'est ça, en fait, t'es jaloux, parce qu'en vérité, Jason Todd, il est juste passé à la trappe. Sale nul. Oui, je l'avoue, je suis jaloux. Un deuil dans la famille marquait un point, parce que Bruce avait un dilemme. Reprendre quelqu'un qui peut l'aider au risque de le mettre en danger, ou rester seul. Ici, y a rien. Y a pas de dilemme, y a rien. Comment voulez-vous avoir de l'émotion ? De l'émotion, bordel, c'est ce qu'on demande dans un comics. C'est ce qu'on demande dans un film. Bordel. Alors ensuite, bien évidemment, il y a les punchlines. On aime Batman avec des punchlines. Sauf que la punchline, la guerre doit continuer. Ben on a rien en fait. On a rien. On n'a pas de sensation. Vu que, comme il s'en fout de Jason, encore une fois, comment vous voulez avoir de l'empathie avec une personne qui oublie ce qui est arrivé à son ancien ami à cause de lui ? Et en plus de ça, avec un mec qui se comporte mal avec Alfred, je le répète. Et je vais vous le répéter jusqu'à la fin de la vidéo, c'est trop chiant. Comment ? Expliquez-moi. Et cinquièmement, qu'est-ce qu'il a fait après sa retraite ? Vraiment, qu'est-ce qu'il a fait ? Le truc, c'est que on ne sait pas son passé, on ne sait pas ce qu'il a fait en fait. Donc, on imagine qu'il a juste regardé Gotham tomber dans le crime. J'imagine, hein, parce que c'est pas expliqué, il y a rien. Là encore, ça rejoint Batman année 1 où on ne savait pas ce qu'il avait fait durant ces années en fait. C'est là un peu le problème. Et là encore, je reviens au premier problème, c'est que il n'y a pas de background. Du coup, il y a encore moins de points d'attache. C'est pas fou comme livre, hein. En fait, je vous dis surtout ça, pourquoi ? Parce qu'il faut savoir que j'ai lu le livre 1 et le livre 2. Et en fait, j'étais tellement énervé, comme vous avez pu le voir, que je me suis totalement arrêté et j'ai dit je vais continuer une prochaine fois. Je vais continuer le lendemain parce que je ne pouvais pas, en fait, passer à côté de tant de défauts et me dire que ça, c'est considéré comme une masterpiece pour beaucoup. Mais bon, toutes les mauvaises choses ont peut-être une fin aussi, hein. Voyons voir le livre 3 et le livre 4. Et là, j'ai envie de vous dire, enfin, Frank Miller me fait taire. Enfin, il me fait fermer ma grande gueule. Premièrement, enfin, on suit peu de personnages. Même s'il y a toujours les médias qui coupent toujours un peu l'histoire, et quoique même des fois les médias sont plutôt là pour la tension, enfin l'histoire prend un sens. On n'est jamais coupé de celle-ci.
ou ne serait-ce que 2 ou 3 cases. Du coup, on est dedans. Les moments tristes prennent. Enfin des moments tristes, enfin des moments émotions qui marchent. Alors certes, je suis d'accord, c'est grâce à Clark. Alors, c'est un peu de la triche puisque tout le monde connaît Superman. Du coup, le boulot du background est déjà fait. Mais ça fait plaisir enfin dans un livre où on n'avait rien du tout. Enfin quelque chose qui prend. Bordel, on attendait ça. Et comme je l'ai dit précédemment, la tension, on l'a absolument non-stop, vraiment tout le temps. Cette tension est à peine, mais toujours avec un peu de parcimonie, mais dans des moments où on a vraiment la sensation d'y être, quoi. Donc ça, franchement, c'est fort. Et les médias, parfois, font même monter le suspense, où on a envie de juste dire « ferme ta gueule, go, 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 moi j'ai envie d'aller dans l'action !» Et ça fait plaisir. On a aussi le message entre Batman et Superman qui est juste incroyable. Vraiment, les deux sont très différents, mais il y a toujours cette petite rivalité qui est très intéressante, qui se caractérise bien évidemment par leur affrontement, qui est certes court, mais vraiment super intéressant dans le fond, parce que aucun n'est meilleur que l'autre. Et plus que l'on parle d'affrontement, comment passer à côté de l'affrontement entre Batman et le Joker qui est incroyable aussi, vraiment. Le Joker prend lui-même une initiative de ce que Batman ne pourrait jamais faire. Mais Batman, juste après, prend une initiative quand même, qui est, mini spoiler, de tout brûler. Donc là, on a encore une fois le même raisonnement, c'est-à-dire que les deux sont les mêmes. Ils prennent des initiatives, mais encore une fois, les deux sont différents dans l'approche. Oh là là, le message de fou! Et bien évidemment, il faut que je parle aussi de la fin, parce que c'est la seule chose que l'on aime. Même si on s'y attend un peu, ça reste classique, mais quand même sympa. Mais il n'y a pas que du bien. Alors Robin, no comment. Bon, c'est pas fou, vraiment, les tout premiers combats sont plutôt classiques, les retournements de situation, tu les vois venir, mais bon, ça reste cool, on va dire qu'on revient aux bases. Bon, j'attendais un peu plus de profondeur, c'est vrai, mais bon, c'est pas si grave que ça. Le vrai problème, il est là. Tout le monde s'en fout d'Alfred ou quoi? Non, vraiment. Quelqu'un me répond? Alfred, il finit allongé dans la neige et on passe à autre chose. Non mais... Alfred, il mérite mieux que ça quand même. Je veux dire, il a quand même connu la naissance de Batman, il a fait évoluer Bruce tout le temps, il a toujours été là pour lui. Et sa seule fin, c'est lui allongé dans la neige? Waouh! Ah oui, donc même les scénaristes, ils sont battés les couilles d'Alfred, quoi. Génial. Bon, là ça fait quand même pas mal de temps qu'on t'écoute te plaindre là. Conclusion, masterpiece ou pas? Non. Oh là là. Quel rabat-joie. Comme Batman année 1, il faut le lire. Il est pas fou, à part pour les 2 derniers livres, mais... Bon, il est pas vraiment incroyable, il n'apporte pas vraiment grand-chose à l'univers. Alors, non, pour moi ce n'est pas une masterpiece. Mais comme Batman année 1, il faut l'avoir lu. Voilà. Il faut au moins que vous l'ayez lu pour au moins l'avoir dans la tête, on va dire. Mais, à vrai dire, lire ce livre m'a posé une question. Pourquoi The Dark Knight Returns est-il une masterpiece pour beaucoup de monde, malgré tous les défauts que je viens d'évoquer? Tu veux dire outre le fait que d'être payé par DC pour dire des bonnes choses? C'est ça que tu veux dire? Qu'est-ce qui définit une masterpiece? Un comics dans son époque? Un comics qui est marquant? Un comics intemporel? Son sens, son contenu, son influence? C'est parti. En vérité, je ne pense pas. Les codes aujourd'hui ont évolué, les regards ont changé. Alors pourquoi tout le monde le conseille encore aux novices? Peut-être parce que les mecs qui rédigent des articles s'y connaissent mieux que toi? Un comics intemporel existe-t-il? On va passer outre le fait que plus personne quasiment s'intéresse aux comics. À vrai dire, peut-être que celui-ci existe,
Mais c'est peut-être dû à son influence. Mais l'influence est pas forcément due à son contenu. Un comics marquant. Comment savoir si c'est le comics qui marque ou juste l'idée du comics? Comment savoir surtout si c'est pas le pouvoir de la nostalgie qui joue dessus? Alors son sens, son message? Un message bien mais mal dit est totalement à bannir, tandis qu'un message pas fou mais bien dit, ben c'est à faire. Et tout ça, ça nous amène surtout à un seul truc. Les personnages, le background, le narrateur, le point d'attache, la transmission des sentiments. Eh ben je répondrai quand même faux. On l'a vu avec Batman Année 1 et Batman The Dark Knight Returns, qui sont des exemples qui montrent que ce n'est pas ça. Alors il nous reste une seule chose. L'influence. Et oui, l'influence. Un comics peut avoir une influence sur un lecteur, qui devient une influence, qui sera sûrement peut-être utilisée dans les séries ou les films, etc., etc. Regardez, on va prendre un exemple très simple. Un réalisateur ou un scénariste qui est influencé. Il influencera d'autres personnes, et ça continuera, etc., etc. Mais à la base, celle-ci n'est peut-être pas une masterpiece, mais elle le deviendra sans être forcément fondée. Une masterpiece, aux yeux de la majorité, est en fait un comics influent. Innovant pour l'époque. Alors un comics intemporel, pour moi, n'existe pas. The Killing Joke, par exemple, va sûrement plus tard passer dans l'oubli car un autre aura pris sa place. Etc. etc. Je vais vous donner un exemple tout simple pour finir. Qui se souvient du tout premier comics de Batman? Voilà. Vous avez votre réponse. À la semaine prochaine.